Le sergent-chef Roy Donovan fixait la photo encadrée posée sur son bureau, dans la lumière tamisée de la caserne de la base avancée Endurance. La photo brillante, format 13x18, montrait son épouse Bridget souriant aux côtés de leurs enfants, Max, 12 ans, et Lily, 9 ans, devant leur modeste maison en Virginie. Le sable du désert avait rayé le verre, tout comme le temps avait érodé son mariage au fil de 3 déploiements consécutifs. Roy passa ses doigts calleux sur le visage de sa femme. Autrefois, son sourire était sincère. Aujourd'hui, il ne se souvenait même plus de la dernière fois où il l'avait entendu rire lors de leurs appels vidéo. Leur conversation devenait de plus en plus courte, ses excuses de plus en plus fréquentes. Départ dans 30 minutes. Lança-t-il depuis l'entrée à l'adresse du sergent-major Willis. Le briefing de renseignement vient d'arriver. C'est une cible de haute valeur cette fois. Roy rangea soigneusement la photo dans son sac de combat. J'arrive, mon commandant. À 35 ans, Roy avait passé 14 ans dans le renseignement militaire. Spécialiste des opérations antiterroristes, il avait un don particulier pour l'extraction et l'analyse d'informations. Sa capacité à assembler des fragments de renseignements apparemment sans lien entre eux lui avait valu le surnom de « le limier » au sein de son unité. Ce même esprit analytique commençait maintenant à assembler un autre puzzle, le comportement de plus en plus suspect de sa femme. Lors de sa dernière permission, 6 mois auparavant, il avait senti un parfum inconnu dans leur salle de bain. Bridget avait balayé ses doutes, un échantillon du grand magasin, avait-elle dit. Il avait aussi trouvé des reçus de restaurants situés à plus d'1 heure de route, dans des villes où elle n'avait jamais dit être allée. Lorsqu'il l'avait interrogée, elle avait parlé de « soirées entre filles », avec des collègues dont il n'avait jamais entendu parler. « Tu deviens parano, Roy ?» lui avait-elle lancé. C'est ce qui arrive quand on passe sa vie à chercher des ennemis. Peut-être avait-elle raison. 14 ans à traquer des terroristes l'avaient rendu méfiant par nature. Et pourtant, Roy ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose clochait à la maison, pendant qu'il risquait sa vie dans la guerre des autres. La mission de cette nuit-là consistait à interroger un contrebandier d'armes présumé, dans un village reculé. Alors que Roy se préparait, son téléphone satellite vibra, un message de Bridget. « N'appelle pas ce soir. Je vais chez maman avec les enfants. Réception pourrie là-bas. » Mais sa mère vivait en plein centre-ville de Richmond. La réception y était parfaite. Encore un mensonge. 3 jours plus tard, Roy intercepta une communication révélant l'emplacement d'un leader insurgé de haute valeur. L'assaut qui suivit fut un succès, et lui valut une décoration. Mais alors que son unité fêtait la victoire, Roy retourna seul dans ses quartiers. Il ouvrit l'application de sécurité domestique sur sa tablette, celle que Bridget ne savait même pas qu'il avait installée avant son départ. La caméra de la chambre montrait une veste d'homme posée sur son fauteuil de lecture. À 2h14 du matin, heure de Virginie, Bridget entra dans le champ, accompagnée d'un homme que Roy ne connaissait pas. Ils riaient, buvaient du vin, leur vin de mariage, dans les flûtes en cristal. Roy regarda, impassible, alors que l'homme embrassait sa femme. Il ne détourna pas les yeux quand ils s'allongèrent sur son lit. À la place, il enregistra tout. Son esprit tactique était déjà en train de planifier l'opération de renseignement la plus personnelle de toute sa vie. Lorsque son commandant lui proposa une permission après la mission réussie, Roy refusa. « Je dois me préparer, mon commandant, » dit-il d'un ton glacial. « L'ennemi croit avoir l'avantage. Je compte bien changer ça. » Chapitre 2 Collecte de renseignements. « T'es sûr de toi, mec ?» demanda Lewis Frost, le meilleur ami de Roy dans l'unité, spécialiste en communication, visiblement inquiet. Il l'aidait à sécuriser ses appareils personnels. « Je ne porte pas d'accusation sans preuve, » répondit Roy, en vérifiant le transfert de fichiers cryptés. « Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. » Lewis siffla entre ses dents. Le limier qui utilise ses compétences sur sa propre vie. Jamais j'aurais cru voir ça. Moi non plus. Durant les 8 semaines suivantes, tout en continuant à remplir ses fonctions officielles, Roy mena une enquête clandestine sur sa propre vie. Il accéda à distance à leurs comptes communs, à leurs relevés téléphoniques, et aux images des caméras de sécurité. Il mit en place des algorithmes pour repérer les schémas suspects,
factures d'hôtel, additions étranges de restaurants, périodes d'absence inexpliquées. Les preuves s'accumulaient. L'homme, c'était Perry Wexler, un représentant en produits pharmaceutiques, arrivé dans leur quartier il y a 11 mois, peu après le début du second déploiement de Roy. Sur Facebook, Roy découvrit que Perry s'était rapidement infiltré dans la communauté, il participait aux collectes de fonds de l'école avec Bridget, allait à la même salle de sport. Leur liaison avait commencé environ 7 mois auparavant, coïncidant avec l'intérêt soudain de Bridget pour le fitness et les clubs de lecture qui se prolongeaient étrangement tard. Les caméras de sécurité montrèrent qu'il était venu chez eux au moins 36 fois, parfois quand les enfants étaient à l'école, parfois tard le soir quand ils dormaient à l'étage. Mais ce qui bouleversa le plus Roy, ce furent les conversations enregistrées au sujet de leur avenir commun. Roy sera déployé encore 4 mois, disait Bridget, blottie contre Perry dans le fauteuil de Roy. Après ça, le divorce. Avec son dossier militaire, il aura de la chance s'il obtient un droit de visite mensuel. Les tribunaux donnent toujours raison à la mère. T'es sûr de toi? Demanda Perry, caressant son bras. Divorcer d'un héros de guerre, ça va pas être très bien vu ici. Ce n'est pas un héros pour moi, répondit Bridget froidement. Il a choisi l'armée plutôt que nous, il y a des années. Et puis, on a bien effacé nos traces. Il ne saura rien jusqu'à ce que je décide de le lui dire. La goutte d'eau fut un échange de messages dans lequel il parlait de faire emménager Perry dans la maison après le divorce, la maison que Roy avait achetée grâce à sa solde de combat et à l'indemnité de séparation familiale. Ce que Bridget et Perry ignoraient, c'était que l'habilitation de sécurité de Roy et sa formation spécialisée lui donnaient accès à des ressources que les civils n'imaginaient même pas. Son réseau de collecte de renseignements s'élargissait. Et ce que Roy découvrit à propos de Perry Wexler lui glaça le sang. Perry n'était pas simplement un représentant pharmaceutique. Son dossier montrait des incohérences que Roy reconnut immédiatement grâce à son expérience en contre-espionnage, les marques évidentes d'une identité fabriquée. Plus troublant encore étaient les dépôts massifs en liquide sur des comptes offshore liés à des pseudonymes que Roy découvrit en accédant à des bases de données militaires. Quand Roy révéla enfin toute l'étendue de ses découvertes à Lewis, le visage de son ami pâlit. Ce n'est pas juste une liaison, dit Lewis. Ce type utilise ta femme pour accéder à quelque chose. Quelque chose de précieux. Pas seulement ma femme, répondit Roy d'une voix basse. Mes enfants. Ma maison. Ma vie. Il referma son ordinateur portable. Et je crois qu'il est lié au même réseau que nous avons suivi ici. Mon Dieu, Roy. Cela voudrait dire que ce n'est pas simplement une histoire d'infidélité, c'est une affaire de sécurité nationale. Chapitre 3. L'ennemi de l'intérieur. Roy demanda un congé d'urgence, 2 semaines avant son retour prévu, invoquant une crise familiale. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Donovan, vous avez 30 jours, lui annonça le colonel Barrett. Mais étant donné ce que vous m'avez partagé au sujet de possibles menaces internes à la sécurité nationale, je vous autorise à garder l'accès à certaines ressources. Mais tout cela reste officieux, compris. Compris, mon colonel. Merci. Et Roy, ajouta le colonel, sa voix s'adoucissant légèrement, peu importe le rôle de votre femme, volontaire ou non, souvenez-vous de votre formation. Rassemblez les faits. Vérifiez. Et seulement après, agissez. Ne laissez pas vos émotions obscurcir votre jugement. Roy atterrit à l'aéroport international de Dulles à 15h42 un mardi pluvieux. Il ne téléphona pas à Bridget. À la place, il s'installa dans un motel à 20 minutes de chez lui et établit sa base opérationnelle. Les 48 heures suivantes furent consacrées à une surveillance physique, à l'installation de dispositifs supplémentaires d'écoute, et à la coordination avec des contacts militaires de confiance. Ce qu'il découvrit confirma ses pires craintes, Harry Wexler était en réalité PAVL Resnick, un opérateur de niveau intermédiaire travaillant pour une organisation internationale spécialisée dans le vol de renseignements militaires. Sa méthode était simple mais redoutablement efficace, identifier des membres de l'armée disposant d'habilitations de sécurité élevées, étudier leur situation familiale, puis cibler les épouses vulnérables pendant les déploiements. Roy n'était pas le premier. 3 autres militaires avaient été ciblés de la même manière ces 5 dernières années. Chaque cas avait mené à un divorce,
et l'agent avait ensuite conservé une relation avec l'ex-femme afin de rester proche des enfants qui pouvaient innocemment révéler des informations entendues de la bouche de leur père. Le troisième jour, Roy rentra enfin chez lui, choisissant son moment en fonction des horaires scolaires. Les enfants seraient là, mais Bridget serait encore à son poste administratif à mi-temps. Max ouvrit la porte. Ses yeux s'agrandirent de surprise avant qu'il ne se jette dans les bras de son père. « Papa, tu es en avance. » Changement de déploiement, dit Roy d'un ton calme, en serrant fort son fils dans ses bras. « Où est ta sœur ? » ?»« Papa !» cria Lily en descendant les escaliers à toute vitesse, presque en renversant Roy avec la force de son étreinte. Ses yeux étaient mouillés de larmes. « Tu m'as tellement manqué. » Pendant un instant, Roy s'autorisa à n'être qu'un père retrouvant ses enfants. Ils parlèrent tous en même temps, avec enthousiasme, lui montrant leurs projets d'école, racontant des histoires, tandis qu'il leur préparait des encas dans la cuisine. Une cuisine où, depuis des semaines, il avait observé Bridget et Perry préparer des dîners intimes à travers une caméra de surveillance. « Papa, tu as déjà rencontré l'ami de maman, Monsieur Perry ?» demanda Max innocemment. « Il vient souvent. Il m'apprend à lancer une balle courbe. » Roy conserva son sourire avec une discipline militaire. « Ah oui ? Et qu'est-ce qu'il fait d'autre, Monsieur Perry, quand il vient vous voir ?» Les réponses innocentes des enfants confirmèrent tout. Perry avait systématiquement construit une relation avec eux, leur posant des questions anodines sur les missions de Roy, sur les systèmes de sécurité qu'il utilisait. « Papa, ça va ?» demanda Lily en remarquant son expression devenue plus dure. Roy adoucit aussitôt son visage. « Juste fatigué par le vol. »« Chérie, » dit-il en consultant sa montre, « j'ai une surprise. Et si on allait manger une glace avant que maman rentre ? Je veux tout savoir sur l'école. » Il les emmena manger une glace, puis au cinéma. Il documenta chaque instant avec des photos et vidéos. De retour à la maison, la voiture de Bridget était dans l'allée. Une Audi inconnue garée à côté. « C'est à qui, cette voiture ?» demanda Roy avec légèreté. « C'est celle de Monsieur Perry », répondit Lily. « Il doit encore aider maman avec la douche cassée. » La mâchoire de Roy se contracta, mais il se détendit aussitôt. « Pourquoi vous n'iriez pas jouer dans le jardin quelques minutes ? Je veux faire une surprise à maman. » Il entra sans bruit, ses mouvements trahissant son entraînement tactique. Il les entendit avant de les voir, le rire de Bridget dans la cuisine, une réponse murmurée d'un homme. Roy sortit son téléphone et enregistra la scène. « L'accord de séparation a l'air parfait, » disait Harry. Une fois déposé, on demande la garde exclusive, en se basant sur ses absences prolongées et l'impact psychologique de son travail. L'armée ne se bat pas sur ce genre de dossier. Mauvaise publicité. « Et la maison ?» demanda Bridget. « Tant qu'on montre que tu en as besoin pour la stabilité des enfants, c'est pratiquement garanti. Les tribunaux militaires sont prévisibles à ce sujet. » Roy entra dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Vraiment ? » Le regard de Bridget se figea de stupeur, ce qui aurait pu être satisfaisant si la situation n'avait pas été si grave. Perry, lui, se reprit plus vite et tendit la main avec un sourire de façade. « Vous devez être roi. J'ai tant entendu parler de vous. » Perry Wexler. Roy ignora la main tendue. « Intéressant. J'ai beaucoup entendu parler de vous aussi. PAVL. » Le sourire de Perry vacilla une fraction de seconde. Juste assez pour que Roy sache qu'il avait visé juste. « Roy, pourquoi tu n'as pas rappelé ?» balbutia Bridget. « Perry est juste un ami qui aide pour des réparations pendant ton absence. »« C'est comme ça que tu appelles ça ?» dit Roy d'une voix étonnamment calme. « Les enfants sont dehors. Nous allons avoir une conversation civilisée ici même, puis je les emmènerai dîner. Et à notre retour, je veux que vous soyez tous les deux partis. C'est ma maison. » protesta Bridget. « Techniquement, c'est notre maison, » la corrigea Roy. « Et j'ai en ma possession des preuves qui pourraient intéresser le renseignement militaire et le FBI concernant les activités de ton ami. » Les yeux de Perry se plissèrent. « Vous êtes confus, soldat. Le décalage horaire peut jouer des tours. 3 déploiements, 14 ans de service,
une formation spécialisée dans le renseignement, ça peut aussi faire des choses intéressantes, répondit Roi calmement. Comme apprendre à reconnaître des schémas. Tracer des transactions financières. Connecter les points. Il se tourna vers Bridget. Tu veux divorcer? C'est ton droit. Mais comprends bien dans quoi tu t'engages avant d'aller plus loin. Tu me menaces? S'indigna Bridget. Non. Je te donne des informations. Ce que tu en fais, c'est ton choix. Roi marcha vers la porte arrière. Les enfants, allons dîner chez Freddy S. En quittant la maison avec les enfants, Roi envoya un message préécrit au colonel Barrett. Confirmation sur Resnick. Passage à la phase 2. Chapitre 4. Premier mouvement. Les semaines suivantes se déroulèrent comme une partie d'échecs. 2 jours après son retour, Roi reçut les papiers du divorce. Motif, différends irréconciliables. L'avocate de Bridget, Veronica Slatt, une prédatrice juridique réputée pour cibler les militaires, réclamait la maison familiale, la garde exclusive des enfants, et 70% de la pension militaire de Roi. Roi engagea Franklin de la Cruz, ancien avocat du JAG spécialisé dans la défense des droits des militaires. Après avoir examiné les preuves de Roi, le visage marqué de Franklin se crispa d'inquiétude. Cela dépasse largement une simple affaire de divorce, dit-il depuis son bureau. Si vos renseignements sur Perry Wexler sont exacts, votre épouse pourrait être impliquée, même involontairement, dans une affaire d'espionnage. Je pense qu'elle est involontaire, admit Roi. Manipulée, sans aucun doute. Mais légalement complice, c'est ce que je dois déterminer. Et cette preuve que vous avez rassemblée, une partie pourrait ne pas être recevable devant le tribunal de la famille en raison de la manière dont elle a été obtenue. Roi hocha la tête. Je suis au courant. C'est pourquoi nous avons besoin de 2 pistes parallèles, une pour le tribunal de la famille, l'autre pour l'enquête fédérale. Franklin se pencha en arrière. Tu veux les attirer dans un piège en utilisant la procédure de divorce comme appât? Exactement. Ils croient que je suis juste un mari désespéré, prêt à tout pour garder ses enfants. Qu'ils le pensent. Pendant ce temps, nous construisons le véritable dossier. L'audience initiale fut fixée au 15 septembre. Durant le mois qui suivit, Roi emménagea dans un petit appartement mais exerça son droit légal à un temps parental égal. Les enfants étaient bouleversés par tous ces changements soudains, surtout lorsque Bridget autorisa Perry à passer la nuit chez eux. « Pourquoi maman laisse Monsieur Perry dormir à la maison alors que toi, tu ne peux plus vivre avec nous ?» demanda Max, un week-end. « Parfois, les adultes prennent des décisions compliquées, » répondit Roi avec précaution. « Mais je veux que tu saches que rien de tout ça n'est de ta faute. Et je vais m'assurer que toi et ta sœur soyez en sécurité. » Quand il était seul, Roi poursuivait son enquête avec la bénédiction officieuse du colonel Barrett. Il coordonnait ses efforts avec une petite équipe de spécialistes du renseignement militaire qui l'aidaient à suivre les déplacements et les communications de Perry. Ce qu'ils découvrirent était inquiétant. Perry avait ciblé 3 autres familles de militaires avant les Donovan, en utilisant à chaque fois la même méthode. Il vise des familles où le militaire a accès à des renseignements classifiés, expliqua le capitaine Moral, un spécialiste en cybersécurité qui aidait Roi hors service. Il se rapproche du conjoint, orchestre un divorce, puis reste dans le cercle familial comme beau-père. Les enfants parlent, surtout à ceux en qui ils ont confiance. Ils répètent ce qu'ils entendent, montrent ce qu'ils trouvent. C'est insidieux, et efficace. Et on a identifié son agent de liaison, demanda Roi avec gravité. On y travaille. On a retracé des communications jusqu'à une société écran dans le Delaware qu'on pense être une façade. Mais voici quelque chose d'intéressant, de grosses sommes d'argent sont transférées vers des comptes accessibles à ta femme. Le visage de Roi s'assombrit. Montre-moi. L'analyse financière révéla que Bridget avait récemment ouvert un compte privé où de grosses sommes étaient versées, des fonds qui coïncidaient étrangement avec les périodes de déploiement de Roi et les mises à jour de son habilitation de sécurité. Le schéma suggérait des paiements liés à des jalons de renseignement. Elle ne se fait pas juste manipuler, réalisa Roi. Elle est rémunérée. La trahison faisait encore plus mal que l'adultère. Roi avait dédié sa vie à la protection de son pays,
pour découvrir que l'ennemi dormait dans son lit, élevait ses enfants, tout en vendant les informations qu'il pouvait soutirer de sa maison, de ses effets personnels et, peut-être, des conversations innocentes de ses enfants. Quand Roy confronta Bridget à propos de l'argent, lors d'un échange de garde, sa réaction confirma ses soupçons. « Tu espionnes mes comptes privés ?» siffla-t-elle, en jetant un coup d'œil nerveux vers la voiture où Perry l'attendait. « C'est illégal. » « C'est plus ou moins illégal que de recevoir de l'argent de ressortissants étrangers en échange d'un accès à des renseignements militaires, demanda Roy calmement. « Parce que c'est ce que les preuves suggèrent. »« Tu es fou, Roy !» s'exclama-t-elle, mais sa voix tremblait. Perry est un représentant pharmaceutique. L'argent vient d'investissements qu'il m'aide à faire. Des investissements qui, par coïncidence, s'alignent avec mes dates de déploiement et mes changements d'habilitation, répondit Roy en se penchant plus près. Réfléchis bien à ce dans quoi tu t'es engagé. Pour les enfants, si ce n'est pour toi. Un bref instant, l'incertitude passa dans les yeux de Bridget. Puis Perry klaxonna, et son regard se durcit à nouveau. Le juge entendra parler de toutes tes accusations paranoïaques et de ta surveillance. Profite bien de tes visites pendant qu'elles durent. À l'approche du 15 septembre, la bataille judiciaire s'intensifia. Veronica Slatt déposa des requêtes d'urgence, alléguant que Roy était instable et potentiellement dangereux à cause d'un prétendu syndrome de stress post-traumatique, un trouble qu'il n'avait jamais été diagnostiqué. Le tribunal ordonna des évaluations psychologiques pour les deux parents. Pendant ce temps, l'enquête fédérale parallèle accélérait. Les contacts militaires de Roy découvrirent des liens entre Perry Wexler alias Pavel Resnick et des réseaux de renseignements étrangers connus. Les preuves s'accumulaient, mais il fallait encore le prendre en flagrant délit de réception ou de transmission d'informations classifiées. 3 jours avant l'audience, Roy reçut un message chiffré du colonel Barrett. Agent identifié. En cours de sécurisation. Garde ta couverture jusqu'à confirmation. Ce soir-là, alors qu'il préparait le dîner pour les enfants, Max lui posa une question qui glaça le sang de Roy. « Papa, c'est grave si j'ai parlé à Monsieur Perry de ton ordinateur spécial. Quand il m'a demandé où tu ranges tes affaires de travail. » Roy garda une voix calme. « Et tu lui as dit quoi, exactement, mon grand ? Que tu as une armoire fermée à clé dans ton bureau, où tu mets ton ordinateur spécial quand tu rentres de mission. Il a dit qu'il voulait te faire une surprise. » Roy serra son fils dans ses bras. « Ce n'est pas grave du tout. Tu n'as rien fait de mal. » Mais intérieurement, son esprit tactique était en alerte. Cette armoire contenait son ordinateur sécurisé, protégé par accès biométrique. Rien que Perry ne puisse facilement contourner. Mais cette tentative montrait une chose, il devenait désespéré. Cette nuit-là, après avoir ramené les enfants chez Bridget, Roy contacta Franklin. Il faut accélérer. Ils essaient désormais d'accéder directement au système classifié. L'audience est dans 3 jours, lui rappela Franklin. On a besoin que le juge Ulbrook voie l'ensemble du tableau. Pas l'ensemble, le corrigea Roy. Juste assez pour protéger les enfants, pendant qu'on tend le piège. J'ai préparé quelque chose pour le tribunal. Quelque chose qui va tout changer. Chapitre 5, Champ de bataille. Le tribunal. Le palais de justice familiale était en effervescence le matin du 15 septembre. Roy arriva tôt, vêtu de son uniforme militaire formel, ses médailles de service en évidence. Une décision calculée, bien que son avocat l'ait déconseillé. Ils diront que tu essaies d'influencer la cour avec ton théâtre militaire, l'avait prévenu Franklin. Je ne cache pas qui je suis, ni ce que j'ai sacrifié, avait répondu Roy. Qu'ils osent s'en prendre à mon dossier militaire. Bridget arriva avec Perry et son avocate, confiante dans un tailleur coûteux que Roy ne lui avait jamais vu. Le contraste était frappant, Roy dans son uniforme, représentant le devoir et le service. Bridget et Perry dans leurs vêtements de luxe, symbole d'une vie bâtie sur la tromperie. Veronica Slatt s'opposa immédiatement à la tenue de Roy. Votre honneur, le sergent Donovan tente clairement d'influencer la cour avec cette mise en scène militaire. La juge Alberta Ulbrook, une femme sévère d'une 60aine d'années, connue pour son impartialité, leva les yeux de ses lunettes. Maître Slatt, les militaires ont le droit de porter leur uniforme au tribunal.
Objection rejetée. Les premières audiences suivirent un schéma prévisible. L'avocate de Bridget présenta Roy comme un père absent, dont le métier dangereux et les multiples missions à l'étranger faisaient de lui un candidat peu fiable pour une garde partagée. Elle insista sur son comportement paranoïaque depuis son retour, incluant la surveillance de Bridget et Perry, ainsi que des accusations sans fondement. Madame Donovan a toujours été la principale personne en charge des enfants pendant que le sergent Donovan choisissait des déploiements répétés à l'étranger, affirma Veronica. Et maintenant, il revient, et prétend bouleverser l'environnement stable qu'elle a créé. De plus, ces accusations perturbantes contre M. Wexler, un représentant pharmaceutique respecté, démontrent son instabilité. Quand ce fut au tour de Franklin, il prit une approche que Roy n'avait pas prévue. Votre honneur, mon client a effectivement servi lors de 3 missions de combat, protégeant les libertés mêmes qui nous permettent d'être ici aujourd'hui. Durant ces déploiements, il a continué à soutenir sa famille du mieux qu'il pouvait, à des milliers de kilomètres de distance. Ce qu'il ne s'attendait pas à découvrir en rentrant, c'est que son épouse avait non seulement violé ses vœux de mariage, mais aussi potentiellement compromis la sécurité nationale. Ces accusations sont scandaleuses et n'ont rien à faire dans une audience de garde. S'insurgea Veronica Slatt. Je suis tenté d'être d'accord, maître, déclara la juge Ulbrook. À moins que vous n'ayez des preuves en lien direct avec le bien-être des enfants, je vous conseille de vous concentrer sur les critères parentaux. Ces preuves sont directement liées au bien-être des enfants, répondit calmement Franklin. Car Monsieur Wexler, que Madame Donovan souhaite autoriser à vivre avec les enfants dans le domicile familial, n'est pas celui qu'il prétend être. La salle d'audience murmura alors que Franklin présentait des documents révélant des incohérences dans l'identité et l'historique professionnel de Perry. Il évita soigneusement toute mention des renseignements classifiés auxquels Roy avait accès, se concentrant uniquement sur des documents publics et des preuves légalement obtenues, qui remettaient sérieusement en question le caractère de Perry. Et les intentions. Bridget semblait de plus en plus mal à l'aise, chuchotant frénétiquement à son avocate, tandis que Perry affichait un sourire distant et maîtrisé. Lors du contre-interrogatoire de Roy, Veronica adopta une approche offensive. Sergent Donovan, n'est-il pas vrai que vous avez installé du matériel de surveillance dans votre domicile familial sans le consentement ni la connaissance de votre épouse? J'ai installé un système de sécurité avec des caméras dans les espaces communs avant mon 3e déploiement, répondit Roy honnêtement. C'était pour protéger ma famille. Ma femme était au courant du système. Et avez-vous utilisé ce système pour l'espionner? Je l'ai utilisé pour sécuriser ma maison et ma famille pendant que j'étais en service pour notre pays. Répondez clairement à la question, sergent. J'ai visionné les enregistrements lorsque j'avais des inquiétudes concernant des individus inconnus entrant chez moi. C'est à cela que servent les systèmes de sécurité. Veronica changea alors de tactique. N'est-il pas vrai que votre trouble de stress post-traumatique et vos expériences de combat vous rendent paranoïaque et vous font voir des menaces là où il n'y en a pas? Je n'ai jamais été diagnostiqué d'un TSPT, répondit Roy fermement. Et ma formation en évaluation des menaces est en réalité tout à fait pertinente ici. Pertinente? En quoi? Vous considérez votre épouse comme une menace, sergent? Roy fixa directement Bridget. Je considère comme une menace toute personne mettant en danger le bien-être de mes enfants, maître. La matinée s'acheva avec les témoignages de moralité des 2 parties. Les officiers supérieurs de Roy témoignèrent de son intégrité et de son dévouement, tandis que Bridget présenta des voisins et des responsables scolaires attestant de son implication active dans la vie de ses enfants. Après la pause déjeuner, la juge Ulbrook s'adressa aux 2 parties. J'ai examiné les preuves préliminaires et les témoignages. Bien que je trouve les préoccupations du sergent Donovan à propos de M. Wexler inquiétantes, je ne vois pas de preuves suffisantes, pour le moment, qui influenceraient la décision concernant la garde. Elle se tourna vers Bridget. Madame Donovan, le tribunal reconnaît votre rôle de principal responsable des enfants, mais reconnaît également le droit du sergent Donovan à entretenir une relation significative avec ses enfants, malgré ses obligations militaires. Puis, s'adressant à Roy. Sergent, votre service est honorable, mais ce tribunal doit donner la priorité aux besoins de stabilité des enfants. Les commentaires préliminaires de la juge suggéraient qu'elle penchait vers l'attribution de la garde physique principale à Bridget, avec un droit de visite élargi pour Roy.
Exactement ce que Bridget et Perry souhaitaient. Et exactement ce que Roy avait anticipé. Avant de rendre sa décision, la juge Ulbrook poursuivit. Est-ce que l'une des parties a quelque chose à ajouter? C'était le moment que Roy attendait. Il se tourna vers Franklin, qui hocha imperceptiblement la tête. Votre honneur, dit Roy en se levant. J'aimerais soumettre un document au tribunal. Il s'approcha du banc avec une seule feuille de papier, le résultat de mois de travail de renseignement, validé par le renseignement militaire et le FBI. Le document ne contenait aucune information classifiée, seulement les résultats de leur enquête sur Perry Wexler, alias PAVL Resnick, y compris ses liens avec des opérations de renseignement étrangères et la trace financière le reliant à Bridget. Les yeux de la juge Ulbrook s'écarquillèrent à la lecture. Elle leva les yeux vers Roy, puis vers Perry et Bridget. Son expression passa de la neutralité judiciaire à l'alarme. Personne ne bouge, ordonna-t-elle fermement. Huissier, fermez immédiatement les portes et sécurisez cette salle d'audience. Perry se leva soudainement. C'est absurde. Je ne suis pas concerné par cette procédure. Monsieur, asseyez-vous immédiatement, ordonna la juge. Bridget se tourna vers Perry, déconcertée. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Les portes du tribunal s'ouvrirent pour laisser entrer 4 policiers militaires en tenue tactique complète, accompagnés de 2 agents du FBI en costume. PAVL Resnick, annonça l'agent principal du FBI, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage contre les États-Unis et pour avoir opéré en tant qu'agent étranger non déclaré. L'avocate de Bridget laissa tomber ses papiers sous le choc, tandis que les militaires se dirigèrent d'un pas décidé vers Perry, qui cherchait désespérément une issue. N'en trouvant aucune, il se jeta vers Bridget. Dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur. 2 militaires l'interceptèrent avant qu'il ne puisse l'atteindre, le maîtrisant rapidement et efficacement, pendant que les agents du FBI lui lisaient ses droits. Bridget resta figée, le visage livide, réalisant soudain l'ampleur de la situation. Madame Donovan, dit un deuxième agent du FBI en s'approchant d'elle, vous devez nous suivre également, pour un interrogatoire concernant votre implication dans cette affaire. Je ne comprends pas, murmura Bridget, les yeux suppliants vers Roy. Qu'est-ce que c'est? Roy soutint son regard, calme. C'est la conséquence des choix, Bridget. Des tiens, et des miens. La juge Ulbrook frappa son marteau. Cette audience de garde est suspendue jusqu'à l'issue de cette enquête fédérale. Sergent Donovan, compte tenu des circonstances extraordinaires, je vous accorde la garde temporaire d'urgence des enfants. Nous reprendrons une fois la situation clarifiée. Alors que les militaires emmenaient Perry, ce dernier croisa une dernière fois le regard de Roy. Le masque de Perry Wexler était tombé, révélant le calcul glacial de PAVL Resnick. À cet instant, Roy comprit enfin ce que ses enfants avaient enduré, un prédateur qui les avait utilisés comme pions dans un jeu dangereux. À l'extérieur de la salle d'audience, le colonel Barrett attendait. Opération propre, Donovan. Merci pour votre soutien, mon colonel. Les enfants sont en sécurité à l'école. Je vais aller les chercher moi-même. Le colonel hocha la tête. Ce n'est pas terminé. Son réseau est vaste. Les enfants auront besoin de protection jusqu'à ce que nous démantelions toute la cellule. Bien reçu, mon colonel. Roy se redressa, chaque fibre de son être, soldat jusqu'au bout. Je défendrai ce qui m'appartient. Et la garde physique de Bridget fut limitée à un droit de visite mensuel supervisé, uniquement après avoir suivi une évaluation psychologique et des cours de parentalité. La maison familiale fut attribuée à Roy, tout comme la majorité de leurs biens communs. Bridget, accablée par les frais juridiques et une possible restitution financière, ne reçut que ses effets personnels et une petite partie de leurs économies, celles qui n'étaient pas liées aux paiements illégaux. Quant à Perry, ou plutôt PAVL, il fit face à de multiples chefs d'accusation fédéraux passibles de peine de prison à vie. Le réseau de renseignement que Roy avait aidé à démanteler mena à 15 autres arrestations dans 3 États, détruisant ainsi une importante opération d'espionnage étranger qui ciblait du personnel militaire depuis près de 10 ans. 6 semaines après ces arrestations, Roy fut convoqué à un briefing classifié au Pentagone.
Le colonel Barrett et plusieurs hauts responsables du renseignement militaire le remercièrent pour son service et pour les sacrifices qu'il avait faits, tant sur le plan personnel qu'en faveur de la sécurité nationale. Vos actions ont sauvé d'innombrables vies et protégé des renseignements militaires cruciaux, déclara le général Harrington, directeur du renseignement de défense. Le pays vous doit une dette qu'il ne pourra jamais vraiment rembourser. Je n'ai fait que mon devoir, monsieur, répondit Roy. Protégez ce qui compte. Nous aimerions que vous poursuiviez ce travail, enchaîna le général. Votre expérience unique est précieuse pour nos efforts contre le contre-espionnage. Nous vous offrons une promotion et un poste au sein de la toute nouvelle unité de sécurité des familles militaires. Vous nous aiderez à identifier et à empêcher exactement le type d'opération qui a visé votre famille. Roy prit le temps de réfléchir à l'offre. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, mes enfants ont besoin de stabilité, maintenant. Ils ont déjà perdu leur mère, incarcérée dans une prison fédérale. Ils ont besoin de leur père à leur côté. Compris, sergent. C'est justement pourquoi ce poste ne requiert aucun déploiement. Il est basé ici, en Virginie. Des horaires réguliers, dans l'ensemble. Le général lui glissa un dossier. Prenez le temps de consulter les détails. Ce travail permettra de protéger d'autres familles militaires de ce que la vôtre a traversé. Ce soir-là, Roy s'assit à l'arrière de la maison familiale désormais la sienne, celle de ses enfants. Il étudia l'offre. Ce poste lui permettrait de continuer à servir, tout en restant auprès de Max et Lily. Plus encore, cela donnerait un sens à la tragédie personnelle qu'ils avaient endurée. Alors qu'il contemplait l'avenir, son téléphone sécurisé vibra. Un message de l'agent Walsh, Resnick parle d'une opération plus vaste que prévu. D'autres agents dormant dans les communautés militaires. Peux-tu venir demain? Roy répondit simplement, j'y serai. 9 heures. À l'intérieur de la maison, il entendit Lily éclater de rire à quelque chose que Max avait dit. Ce son, si rare ces derniers mois, le bouleversa. Leur résilience l'émerveillait. Malgré tout ce qu'ils avaient vécu, ils guérissaient. Ils s'adaptaient. Ils retrouvaient des moments de joie. Roy se jura de faire en sorte que ce qui leur était arrivé n'arrive jamais à une autre famille militaire. Le champ de bataille avait changé. Mais sa mission, elle, restait la même, protéger ce qui compte. À tout prix. Chapitre 7 Les conséquences. Un an après la révélation au tribunal, Roy se tenait dans sa cuisine, révisant des formulaires d'autorisation scolaire pendant que ses enfants prenaient leur petit déjeuner. Leur routine matinale avait trouvé son rythme, déjeuner préparé, sac vérifié. Une stabilité minutieusement construite, devenue leur planche de salut. « Papa, j'ai besoin que tu signes ça pour la sortie au musée des sciences », dit Max en glissant un formulaire sur le comptoir. À 13 ans, il avait grandi de 5 cm en un an et venait de rejoindre le programme Junior Rock à l'école. Entendu. Lily, tu as fait tes devoirs de maths, demanda Roy en lisant le formulaire. Lily, maintenant âgée de 10 ans, hocha la tête en finissant son bol de céréales. Les séances de thérapie l'avaient énormément aidée. Ses crises d'angoisse avaient diminué, même si elle dormait encore la porte ouverte et grimpait parfois dans le lit de Roy après un cauchemar. « Est-ce qu'on peut aller voir maman ce week-end » demanda Max, la voix basse, sans croiser le regard de Roy. Roy conserva une expression neutre, bien que cette question réveille en lui une vague d'émotions complexes. C'est prévu pour samedi à 11 h, comme d'habitude. Les visites mensuelles à la prison fédérale où Bridget purgeait sa peine de 8 ans étaient devenues une routine. Une routine que Roy n'appréciait guère. Bridget avait accepté un accord de plaider coupable en admettant des charges moindres, ne pas s'être enregistré comme agent étranger, fraude électronique en échange d'informations détaillées sur le réseau de Resnick. « J'ai pas envie d'y aller cette fois, » dit Lily en fixant son bol. « C'est ton choix, ma chérie, » la rassura Roy. « Tu n'es jamais obligé d'y aller si tu ne veux pas. » Max semblait hésitant. « Si Lily n'y va pas, peut-être que je devrais rester avec elle. »« Je peux demander à Madame Harding de rester avec Lily si tu veux y aller, » proposa Roy, faisant référence à l'épouse de Lewis, devenue un précieux soutien pour la famille. Avant que Max puisse répondre, le téléphone sécurisé de Roy bipa.
C'était la ligne dédiée à son nouveau poste dans l'unité de sécurité des familles militaires. Un message de l'agent Walsh, Resnick demande un rendez-vous. Il dit avoir des informations cruciales. Il t'a demandé spécifiquement. La mâchoire de Roy se crispa. Il n'avait pas revu PAVL Resnick depuis le tribunal, bien qu'il ait étudié d'innombrables transcriptions de ses interrogatoires. L'homme purgeait plusieurs peines à perpétuité dans une prison fédérale de haute sécurité, échangeant régulièrement des informations contre de petits privilèges. « Tout va bien, papa ?» demanda Max, remarquant son expression. Roy força un sourire rassurant. « C'est le boulot. Finis vite ton petit déjeuner ou tu vas rater le bus. » Après avoir vu ses enfants partir, Roy prit la route vers l'installation sécurisée de l'unité. Depuis sa création, ils avaient identifié et neutralisé 3 opérations d'espionnage visant des familles militaires. L'expérience personnelle de Roy le rendait particulièrement efficace pour détecter les signes que d'autres auraient manqués. Le colonel Barrett, désormais général de brigade et directeur de l'unité, attendait en salle de conférence avec l'agent Walsh. « Il est en transfert depuis le Colorado », expliqua Barrett. « Arrivée prévue à 14 heures. Il affirme avoir des informations exploitables sur des agents dormants encore non identifiés. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Roy. « Et pourquoi moi, spécifiquement ?» Walsh haussa les épaules. « Il dit qu'il ne parlera qu'à toi. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est un jeu psychologique. Tu sais comment il fonctionne. »« Je sais, » répondit Roy avec gravité. « C'est bien pour ça que je ne lui fais pas confiance. » Barrett se pencha en avant. « Tu n'es pas obligé de le rencontrer, Donovan. Tu en as déjà fait assez. » Roy hésita. Sa vie avait retrouvé un semblant d'équilibre. Ses enfants guérissaient. Son travail avait du sens, tout en lui permettant d'être le père présent dont ils avaient besoin. Pourquoi rouvrir de vieilles blessures? Mais il pensa aux autres familles. À d'autres enfants. À ceux que des opérations comme celle de Resnick pourraient encore viser. J'accepterai la rencontre, mais à mes conditions, pas aux siennes. La salle d'interrogatoire sécurisée était austère. Une table métallique fixée au sol, 2 chaises, des murs renforcés, une surveillance continue. Roy attendait, relisant une dernière fois le dossier. La porte s'ouvrit. PAVL Resnick, anciennement Perry Wexler, entra, menotté, escorté par 2 gardes. Un an de prison l'avait vieilli. Son sourire charmeur avait laissé place à une expression creusée, dure. Ses vêtements de designer avaient disparu au profit d'une combinaison de détenu. Sergent-chef Donovan, lança Resnick, avec un léger accent qui n'existait pas chez Perry Wexler. « Ou dois-je dire lieutenant, maintenant? J'ai entendu dire que tu avais été promu. » « Évitons les civilités, » répondit froidement Roy. « Tu as demandé ce rendez-vous. Parle. » Resnick le fixa avec des yeux calculateurs. « Comment vont les enfants? Max doit être au collège maintenant, et la petite Lily a-t-elle toujours peur des orages? » Roy ne montra aucune émotion, bien que la mention de ses enfants fit monter la colère en lui. « Tu as perdu le droit de savoir quoi que ce soit sur ma famille. Cette réunion se termine, à moins que tu ne donnes des informations exploitables. » Resnick esquissa un sourire fin. Toujours aussi professionnel. « C'est pour ça qu'ils n'ont jamais soupçonné que tu les avais démasqués. » Il se pencha et baissa la voix. « Il y a une opération à Norfolk. Renseignement naval. 3 agents actifs. Cible, la famille Harrison. Le père est lieutenant-commandant en technologie sous-marine. » Roy prit des notes sans laisser paraître l'importance de l'information. Des noms? Trop facile. Les yeux de Resnick brillèrent de malice. Je veux quelque chose en retour. Tu n'es pas en position de négocier. Je suis exactement en position de négocier. Je fournis des renseignements. Je reçois des contreparties. C'est ainsi que ça marche. Que veux-tu? Demanda Roy, bien qu'il en devinât déjà la réponse. Un contact avec Bridget. Le stylo de Roy s'arrêta net. Hors de question. Juste des lettres. Surveiller, censurer. Appliquez les protocoles de sécurité que vous voulez.
Resnick se pencha en arrière. On s'aimait, tu sais. Ce n'était pas qu'une opération. Épargne-moi ça, rétorqua Roy. Tu l'as ciblé à cause de mon habilitation de sécurité. L'évaluation psychologique a confirmé qu'elle était vulnérable à la flatterie et aux tentations matérielles. Une procédure standard pour tes commanditaires. C'est ce que tu veux croire, demanda Resnick. Qu'elle ne pouvait pas tomber amoureuse d'un autre? Que ce n'était qu'une manipulation? Roy reconnut immédiatement la tentative de guerre psychologique et refusa de mordre à l'hameçon. Tu n'as rien de valeur. Cette rencontre est terminée. Alors qu'il se levait, Resnick parla rapidement. Michael Turner, instructeur de voile à la Marina de Norfolk, donne des cours privés aux filles adolescentes des Harrison. Des incohérences dans son passé, si tu sais où chercher. Roy s'arrêta. Puis il se rassit. Continue. Pendant 1 heure, Resnick livra des détails sur l'opération de Norfolk. Et 2 autres à San Diego et Pensacola. Les renseignements étaient spécifiques, vérifiables et potentiellement précieux. Pourquoi abandonner maintenant? Demanda enfin Roy. Resnick haussa les épaules. Mes anciens employeurs ont tenté de m'éliminer le mois dernier. Une embuscade lors d'un transfert de prison. Échec, évidemment. Mais le message était clair, je ne leur suis plus utile. Alors ma loyauté a changé en conséquence. Et les lettres à Bridget? Resnick baissa légèrement les yeux, un soupçon d'émotion sincère dans son regard. Nous avons partagé quelque chose de réel, quoi que tu en penses. Elle mérite de savoir que je ne l'ai pas abandonnée. Roy rassembla ses notes. Je vais vérifier ces renseignements. S'ils s'avèrent exacts, je recommanderais que ta demande soit examinée. Mais je ne promets rien. Alors qu'il se tournait pour partir, Resnick l'interpella. Elle ne t'a jamais cessé de t'aimer, tu sais. Même avec moi, elle parlait toujours de toi. Le héros. Le soldat fidèle. Elle n'a juste pas pu supporter la solitude. Roy s'arrêta un instant à la porte, puis partit sans un mot. Il ne donnerait pas à Resnick le plaisir de voir une quelconque réaction. Plus tard dans la soirée, après une vérification préliminaire confirmant que les renseignements de Resnick étaient légitimes, Roy était assis sur la terrasse arrière, observant Max et Lily jouer avec le chien des voisins. Walsh avait appelé pour l'informer que Michael Turner était désormais surveillé, et que des preuves émergeaient déjà, confirmant les dires de Resnick. On aura besoin de toi à Norfolk demain, avait-elle dit. Les filles Harrison ont des cours prévus avec Turner. J'y serai, avait répondu Roy. Après avoir déposé les enfants à l'école. En regardant ses enfants jouer innocemment, Roy réfléchissait à la demande de Resnick. L'idée que cet homme communique avec Bridget le répugnait. Mais refuser de précieux renseignements pour une vendetta personnelle, ce n'était pas ce que Roy était, ni ce qu'il voulait être. Son téléphone vibra. Un message du compte prison de Bridget, un système de communication surveillé, réservé aux échanges liés aux enfants. Max a dit qu'il ne viendrait peut-être pas samedi. Tout va bien? Roy fixa le message, se remémorant la femme qu'il avait épousée, la mère de ses enfants. Avant que Resnick et ses manipulateurs n'identifient et n'exploitent ses vulnérabilités. Une femme qui, selon son évaluation psychologique, s'était convaincue que les informations qu'elle transmettait n'étaient pas réellement nuisibles, juste de la compétition entre entreprises. Il tapa une réponse. Il est partagé. C'est son choix. Lily ne viendra définitivement pas ce mois-ci. La réponse arriva rapidement. Je comprends. Merci de ne pas les avoir retournés complètement contre moi. Tu aurais pu. Roy ne répondit pas. La vérité était bien plus compliquée que Bridget ne pourrait jamais la comprendre. Il n'avait jamais tenté de dresser les enfants contre elle. Pas parce qu'il l'avait pardonné, ce n'était pas le cas, et il doutait de pouvoir un jour le faire, mais parce que les enfants avaient besoin de vivre et comprendre leurs émotions sans son influence. « Papa, viens jouer », appela Lily en agitant la main depuis le jardin. Roy rangea son téléphone et rejoignit ses enfants, reléguant pour quelques précieuses heures toute pensée de Resnick, Bridget et sécurité nationale au fond de son esprit. Le lendemain apporterait son lot de défis, mais ce soir appartenait à Max et Lily.
Chapitre 8, Confiance brisée. 2 ans après les révélations au tribunal, la vie s'était installée dans ce que le thérapeute de Roy appelait « la nouvelle normalité ». Les enfants s'épanouissaient à l'école. Les cauchemars s'étaient en grande partie dissipés. Le travail de Roy avec la MFSU s'était étendu à des programmes de formation pour les familles de militaires, les aidant à reconnaître et éviter les tentatives d'approche par des agents étrangers. Bridget avait purgé 3 ans de sa peine de 8 ans, avec une possible libération anticipée en échange d'une coopération continue. Ses visites mensuelles avec les enfants étaient devenues plus fluides, même si Roy gardait ses distances, coordonnant par le biais des autorités pénitentiaires, et parfois Madame Harding, qui transportait les enfants quand Roy devait voyager. L'opération de Norfolk, révélée par Resnick, avait conduit à 5 arrestations et empêché des pertes majeures de renseignements. Les informations ultérieures fournies par Resnick s'étaient également révélées précieuses, ce qui avait mené à contre-cœur à l'approbation de sa demande de correspondance surveillée avec Bridget. Roy en avait été informé, mais non consulté. Il l'avait accepté en tant que professionnel, tout en trouvant cette décision profondément dérangeante sur le plan personnel. Un matin d'octobre vif, Roy était en train de revoir les protocoles de sécurité pour une retraite destinée aux familles militaires, lorsque sa ligne sécurisée sonna. C'était Walsh, la voix tendue. « On a besoin de vous au QG immédiatement. » Un problème avec Resnick? Le genre de problème qu'on discute en personne. Ça concerne Bridget et les enfants. Le sang de Roy se glaça. « J'arrive tout de suite. » Au QG, il trouva non seulement Walsh, mais aussi le général Barrett, le directeur de la prison de Bridget, et 2 spécialistes en cybersécurité du FBI. « Que s'est-il passé ?» demanda Roy. Walsh fit un signe à un des spécialistes, qui projeta une série de communications sur l'écran principal. « Voici les lettres officiellement surveillées échangées entre Resnick et votre ex-femme au cours des 8 derniers mois. » Roy les parcourut, souvenirs innocents, regrets, discussions littéraires, conditions de détention, rien de vraiment alarmant. Et voici, poursuivit le spécialiste en affichant une autre série, les véritables messages que nous venons de découvrir. Ils avaient été échangés via un canal secret et sophistiqué, dissimulé dans les lettres approuvées. Une fois décodés, les messages révélaient quelque chose de bien plus sinistre. Resnick et Bridget communiquaient dans un code élaboré, évoquant non seulement leurs relations personnelles, mais aussi le travail actuel de Roy, son emploi du temps, et plus inquiétant encore, des détails sur les enfants. « Comment est-ce possible ?» demanda Roy, peinant à rester calme. Chaque message est censé être filtré. Le directeur de la prison paraissait mal à l'aise. La méthode de codage était extrêmement sophistiquée. Des techniques de stéganographie, intégrées à des formulations apparemment anodines, déclenchées par des séquences précises de mots. Nos protocoles standards ne l'ont pas détecté. On ne l'a découverte que grâce à un système de reconnaissance paria tout juste mis en place. Resnick était intelligent. Formé, ajouta Walsh. Et il a apparemment appris la méthode à Bridget au fil des lettres, construisant leur système sous nos yeux. Roy concentra son attention sur un message décodé en particulier, signé de Bridget. Max a dit que la nouvelle copine de R travaille dans un programme nucléaire. Besoin du nom et niveau d'accès. Elle utilisait les visites pour recueillir des renseignements auprès des enfants. À propos de moi. De mon travail, demanda Roy, d'une voix dangereusement calme. Personne ne répondit. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Le général Barrett prit la parole. Tous leurs droits de communication sont révoqués. Immédiatement. Bridget sera transférée dans une prison à sécurité renforcée. Aucun contact autorisé, sauf avec son avocat. Resnick perd tous les privilèges obtenus grâce à sa coopération. Et les enfants ? demanda Roy. Walsh répondit doucement. C'est en partie pourquoi nous vous avons fait venir. Les messages suggèrent que Bridget interrogeait systématiquement les enfants, notamment Max, sur votre vie privée et votre travail. C'est une brèche potentielle grave. Le choc heurta Roy comme un coup de massue. Les visites mensuelles qu'il avait encouragées pour le bien-être émotionnel des enfants avaient été instrumentalisées. Bridget n'avait pas changé. Elle avait simplement modifié sa méthode. Il faut interroger les enfants, dit un des agents du FBI.
Déterminer ce qui a pu être compromis. Non, dit Roy fermement. Ils ont déjà assez souffert. Je m'en occuperai. Donovan. Tenta le général Barrett. Avec tout le respect, monsieur, ce sont MES enfants. J'ai été formé à ces techniques. Je saurai les interroger sans provoquer davantage de traumatisme. Et je sais exactement quelles informations il faut évaluer. Après discussion, un compromis fut trouvé. Roy aurait une première conversation avec les enfants, enregistrée à des fins de sécurité, en présence d'un psychologue pour enfants. Ce soir-là, Roy s'assit à la table de la cuisine avec Max, maintenant âgé de 14 ans, et Lily, 11 ans. Il les avait récupérés plus tôt à leurs activités après l'école, conscient que cette conversation ne pouvait attendre. « J'ai besoin de vous poser quelques questions importantes sur vos visites avec maman, dit-il prudemment. Vous n'avez rien fait de mal. Et maman n'est pas en danger non plus. On a juste besoin de comprendre certaines choses. » Max fronça les sourcils. « Quel genre de choses? Est-ce que maman vous pose des questions sur moi? Mon travail? Ou sur des gens que je connais? » Les deux enfants échangèrent un regard, ce qui suffit à confirmer les craintes de Roy. « Parfois, admit Lily. Elle demande si tu es heureux, si tu sors avec quelqu'un. Des trucs normaux, de maman. Est-ce qu'elle demande des noms précis? Ou ce que je fais exactement? » Max fixa la table. Elle parle beaucoup de Laura. Elle voulait savoir ce qu'elle fait à la base. J'ai juste dit qu'elle travaillait avec des ordinateurs. Parce que, c'est tout ce que je sais. Laura Phillips, spécialiste en cybersécurité à la MFSU. En couple avec Roy depuis environ 6 mois. Elle travaillait sur des systèmes nucléaires classifiés. Quoi d'autre, Max? Demanda Roy avec douceur. Elle a demandé si je voyais tes documents de travail. Si j'entendais tes appels. Max releva les yeux, coupable. J'ai parlé du coffre-fort dans ton bureau. Je ne pensais pas que c'était important. Juste, maman qui s'intéresse. Roy garda son calme malgré le vide qui s'installait dans sa poitrine. Elle t'a demandé de chercher quelque chose. De lui parler de mon emploi du temps? C'est Lily qui répondit. Elle demande toujours quand tu voyages. Elle dit que c'est pour ne pas appeler quand tu n'es pas là, mais elle note tout. À chaque fois. La conversation continua, révélant un schéma méthodique de collecte d'informations, dissimulé sous le masque de l'intérêt maternel. Les enfants avaient, sans le savoir, livré des renseignements qui, bien qu'inoffensifs isolément, pouvaient, mis bout à bout, dessiner un portrait très préoccupant des déplacements et des activités de Roy. Et lorsque la conversation prit fin, Roy dut affronter la partie la plus difficile. Je dois vous dire quelque chose de dur. Maman partageait ses informations avec Perry. Quoi? Demanda Max, la voix brisée. Il est en prison. Ils s'écrivaient des lettres. Et il s'est avéré qu'ils y cachaient des messages secrets. Les yeux de Lily se remplirent de larmes. Mais pourquoi? Maman m'a dit qu'elle était désolée. Elle dit que Perry l'a manipulée. Roy choisit ses mots avec soin. Parfois, les gens prennent des décisions que nous avons du mal à comprendre. Maman ne voit peut-être plus clairement ce qui est bien ou mal en ce qui concerne Perry. Alors, nous ne pouvons plus lui rendre visite. Pas pour le moment, conclut Max, son visage se durcissant d'une expression qui rappela douloureusement à Roy celle qu'il avait lui-même portée autrefois. Elle va être transférée dans une autre unité. Quand ce sera fait, on devra prendre des décisions, en famille. Lily éclata en sanglots. De toute façon, je ne veux plus la voir. Elle reste une menteuse. Roy serra sa fille dans ses bras pendant qu'elle pleurait, et par-dessus sa tête, il croisa le regard de Max. Ce n'étaient plus les yeux d'un enfant, mais ceux d'un jeune homme confronté pour la deuxième fois à une trahison adulte. « Je suis désolé, » dit simplement Roy. « Vous méritiez mieux. » Plus tard dans la nuit, une fois les enfants endormis, Roy s'installa dans son bureau pour revoir les images de sécurité de leur conversation. L'enregistrement serait transmis au FBI et aux renseignements militaires pour évaluer la faille potentielle. Son téléphone sécurisé vibra. Un message de Walsh.
Bridget demande un appel d'urgence au sujet des enfants. Il est conseillé de refuser. Roy fixa le message longuement. Elle avait trahi non seulement lui, non seulement son pays, mais désormais aussi ses propres enfants. 2 fois. En les utilisant comme agents involontaires, en manipulant leur amour et leur confiance. Il répondit froidement. Compris. Aucun contact autorisé sauf par l'intermédiaire de mon avocat. En posant son téléphone, il aperçut sur le bureau de Max un devoir scolaire. Un essai intitulé Les héros de nos vies. Il le prit et lut le premier paragraphe. Mon père est un héros. Pas seulement parce qu'il sert notre pays dans l'armée, mais parce qu'il protège les gens, même quand c'est difficile. Même quand ça lui fait mal. Quand tout s'est effondré avec ma mère, il nous a assuré que ce n'était pas notre faute. Il nous a offert une nouvelle vie, un endroit où nous pouvions nous sentir en sécurité. Voilà ce que font les vrais héros. Roy reposa doucement la feuille, submergé par un mélange d'émotions, fierté devant la résilience de son fils, tristesse pour la famille qu'il avait perdue, et détermination à protéger ce qui restait. Dès le lendemain, il entamerait la procédure pour demander la révocation des droits parentaux de Bridget, en s'appuyant sur ses activités criminelles continues impliquant les enfants. Ce serait une autre bataille douloureuse, mais il ne reculerait pas. Certaines trahisons ne pouvaient être pardonnées. Certains risques ne pouvaient plus être pris. Les enfants avaient déjà perdu leur mère 2 fois, une première fois avec sa liaison avec Resnick, et maintenant à cause de ses mensonges répétés. Roy ne pouvait pas réparer ce qui avait été brisé, mais il pouvait faire en sorte qu'il ne soit plus jamais utilisé comme arme. Chapitre 9, La forteresse. 5 ans après le verdict du tribunal, Roy, en uniforme, assistait à la remise de diplôme de Max âgé de 19 ans, son fils était devenu un jeune homme remarquable, brillant, discipliné, doté d'une force tranquille qui rappelait à Roy celle de son propre père. À ses côtés, Lily, maintenant âgée de 16 ans, filmait la cérémonie avec son téléphone. Grâce à des années de thérapie, elle avait surmonté ses traumatismes et était devenue une jeune femme assurée, passionnée par la cybersécurité inspirée, disait-elle, par le travail de son père au service des familles de militaires. Et maintenant, annonça le proviseur, notre major de promotion, Maxwell Donovan. Roy sentit son cœur se gonfler de fierté tandis que Max s'avançait vers le podium. Aucun des 2 enfants ne portait plus le nom de leur mère depuis que les droits parentaux de Bridget avaient été légalement révoqués 3 ans plus tôt, après sa condamnation pour tentative d'espionnage. Mon parcours jusqu'à ce podium n'a rien eu de traditionnel, déclara Max d'une voix posée et mature. Beaucoup ici connaissent certains éléments de mon histoire, les gros titres, les dossiers publics. Mais les leçons les plus importantes, je les ai apprises quand les caméras se sont éteintes et que l'actualité est passée à autre chose. Roy écouta son fils parler avec éloquence de résilience, d'intégrité, et de la force qu'on trouve en reconstruisant. Jamais Max ne mentionna sa mère ou le scandale. Pourtant, ses allusions à la confiance, à la vérité, disaient tout. Mon père m'a appris que nous ne sommes pas définis par ce qui nous arrive, mais par la manière dont nous y répondons. Il m'a montré que protéger ce qui compte exige parfois des choix difficiles, et que la véritable force réside dans ce qui est juste, pas dans ce qui est facile. Après la cérémonie, alors qu'il célébrait dans le restaurant préféré de Max, le téléphone sécurisé de Roy vibra. Pavel Resnick, espion condamné, retrouvé mort en détention fédérale. Apparente tentative de suicide. Roy montra silencieusement l'écran à Laura, sa femme depuis 2 ans. Elle haussa un sourcil. Tous 2 savaient ce que cela signifiait probablement, les anciens commanditaires de Resnick avaient fini par clore le dossier. « Tout va bien, papa ?» demanda Max. « Rien qui nous concerne désormais », répondit Roy en rangeant son téléphone. « Juste du travail. » Ce soir-là, alors que Max préparait ses affaires pour rejoindre l'académie militaire, pas en renseignement de l'armée comme son père, mais dans la cybersécurité de l'Air Force, Roy reçut une nouvelle alerte. B. Donovan demande une communication finale via avocat. Prétend détenir des informations critiques sur notre réseau. Roy supprima le message sans répondre. Bridget avait déjà tenté cela 3 fois en 5 ans, échangeant de vagues informations contre des allègements ou des visites. À chaque fois, les renseignements étaient obsolètes. Ses intentions, toujours manipulatrices.
Les enfants n'avaient pas vu leur mère depuis plus de 3 ans, depuis qu'il avait été révélé qu'elle continuait de recueillir des informations via eux. Max avait coupé tout contact. Lily, elle, avait maintenu une correspondance écrite surveillée, jusqu'à son 16e anniversaire, où elle décida elle aussi d'arrêter. « Papa » dit Lily depuis l'embrasure de la porte. « On peut parler ?» « Toujours » répondit Roy en libérant un espace sur son bureau. Lily s'assit, un peu nerveuse. « L'avocat de maman m'a envoyé un email. Elle veut me voir avant que je parte à la fac. Elle dit qu'elle a des choses importantes à me dire, mais seulement en personne. » Roy garda son visage neutre. « Et toi, qu'en penses-tu ? Je crois qu'elle essaie encore de nous manipuler, mais une partie de moi se demande si je devrais l'écouter. Juste pour pouvoir refermer ce chapitre. C'est ta décision, Lily. Tu es assez grande pour la prendre seule. Mais souviens-toi, la fermeture ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, on la trouve en soi-même. » Lily hocha la tête. « Tu ne l'as jamais eue, toi, cette fermeture, pas vrai ? » « J'ai trouvé une version à moi, » répondit Roy honnêtement. En me concentrant sur ce que je pouvais contrôler. En créant un foyer pour toi et Max. En construisant une vie fondée sur la vérité. Tu regrettes de ne pas lui avoir pardonné ? Roy réfléchit longuement. Je n'ai jamais regretté de vous avoir protégé. Quant au pardon, certaines trahisons vont trop loin. Ta mère ne m'a pas seulement trahi. Elle t'a trahi, elle a trahi Max, son pays, et finalement elle-même. Donc pour toi, c'est impardonnable ? Oui. Mais ton parcours est le tien. Le pardon n'est pas une obligation. C'est un choix, fondé sur tes valeurs et tes limites. Lily resta silencieuse un moment. Je crois que je vais refuser. Pas parce que je ne peux pas lui pardonner, mais parce que je ne crois pas qu'elle ait changé. Et je ne me laisserai plus utiliser. Roy ressentit un mélange profond de tristesse et de fierté. Tristesse de voir sa fille apprendre des leçons aussi dures. Fierté face à sa force. Plus tard, allongé près de Laura dans leur lit, Roy repensa aux 5 dernières années. Le réseau de Resnick avait été démantelé. Le MFSU s'était étendu pour protéger les familles militaires dans le monde entier. Le travail continuait. « À quoi tu penses ?» demanda Laura, posant son livre. Je réfléchis. Max qui part à l'académie, Lily qui fait ses propres choix. La forteresse tient bon. Elle comprit. Roy avait un jour décrit leur processus de reconstruction familiale comme la construction d'une forteresse. Non pas pour se cacher, mais pour offrir un socle solide depuis lequel les enfants pouvaient affronter le monde. Tu leur as donné quelque chose de précieux, dit Laura. Pas seulement de la protection, mais les outils pour se protéger eux-mêmes. Nous leur avons donné ça, répondit Roy. Son téléphone vibra une dernière fois. B. Donovan, transfert terminé. Isolement total. Communication interdite. Conformément à l'ordonnance du tribunal. Roy posa le téléphone sans un mot. Bridget avait fait ses choix, encore et encore. À présent, elle vivrait avec leurs conséquences. Définitivement coupée de la famille qu'elle avait trahie, des enfants qu'elle avait tenté d'exploiter. Le combat juridique pour mettre fin à tout contact avait été brutal, mais nécessaire. La cour avait jugé que ces manipulations constituaient toujours une menace. Au matin, Roy aiderait Max à charger la voiture pour l'académie. À l'automne, il verrait Lily entamer sa dernière année de lycée. Leur vie continuerait, façonnée par les trahisons du passé, mais non définie par elle. La forteresse qu'il avait bâtie n'était pas faite de murs, mais de vérité, de transparence et de principes inébranlables. Et en son sein, ses enfants avaient trouvé non seulement la sécurité, mais la force de tracer leur propre route. Quant à ceux qui avaient choisi le mensonge plutôt que la loyauté, la manipulation plutôt que l'amour, ils ne trouveraient ni refuge, ni pardon, ni retour. Certains l'auraient dit impitoyable. Roy y voyait de la clarté. L'ennemi avait déjà franchi son seuil une fois, utilisant ceux qu'il aimait comme des armes. Ce temps était révolu. Cette brèche était scellée. Les leçons retenues. Plus jamais. C'est ici que notre histoire s'achève.
Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran. Et on se retrouve bientôt. The hell I am? Oh, hi, Pat. Okay, I believe. Oh, disable jumping. What's up, Soda? Welcome on in, my guy. The raffle is live. Exclamation point join for your chance to win 1,000 mana. Alright, well, since I can't jump, I'll take this opportunity to get some more blocks. Alright, I can jump again. So yeah, you guys all got a raise. Chat got a raise. Everybody now gets 30 coins per 30 minutes instead of 25. You're welcome. Is there any other way to Gamba? There's exclamation point slots. As far as I know, it is way more rigged than exclamation point roulette. I might even disable it. But yeah, the main two ways to Gamba are through the contests, which I need somebody to bet against me. Oh, drop held item. We still got about 5 minutes for you guys to bet. So any non-believers, you can exclamation point bet no, and then the amount you wish to wager. Pat, you can just do exclamation point R, and then the amount you wish to wager. Roulette like that should still work. I'm surprised it didn't. It might be because there's a very short global cooldown. I don't know if that's true. Oh, hello. Oh, hi, chat. Guys, I'm so lost. Alright, if I go towards 0-0... Oh dear. If I go to... Okay, I'm gonna go straight this way and hope that I eventually see something I somewhat recognize. I did not write the course down for my portal. I've been going off straight vibes. I'm also starting to run out of food. Getting a little nervous. It's not the end of the world though, because I do have enough obsidian to just make another portal. So if it really comes to that, I'll just be able to portal back to the overworld, but that's still not going to solve my problem of not knowing where the fuck I am, you know? Is there a reason? Oh. Yes, there is. Anyways, how are we doing today? What's up, Soda? Welcome to the stream. What's up, Fab? Welcome to the stream. Pat the Hat, welcome to the stream. Guys, today's the day. I can feel it. This world has been taking me forever. We've been on run 26. This is stream number 2. And we're already like an hour in. I do have my blaze rods. No, I hope not. Well, you better bet against me then. You got 2 minutes. Put some mana in there, bro. Put some stakes in there. Oh, God. This is my only pick, so I'm not super happy that I'm putting this much wear and tear on it. If I get home, I can make another one. That's a big if right now. Oh, gold. I'll take that. Aw, wait, that's big, actually. Thank you, Pat. It is on the edge of a cliff, but... Okay. Oh, that helped me so much. Holy. I don't know if that's what you meant to do, but we'll take it.
I can only do what I got? What do you mean? Oh my god, we're home. See, guys? Y'all doubted me. No flingers, please.